du programme, je vous propose de comparer les propos donc, de Emma Aziza. Donc si vous ne savez pas qui est Emma Aziza, je vais vous lire ce qu'elle a mis elle-même sur sa page LinkedIn. Je peux vous la partager, mais je ne suis pas sûr que ce soit d'un grand intérêt. Mais je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc, docteur de l'école des mines à Paris et experte reconnue en adaptation climatique, Emma Aziza est une chercheuse entrepreneuse française œuvrant activement au développement de stratégies pour renforcer les capacités des populations et des territoires à mieux anticiper, prévenir et faire face aux extrêmes climatiques. Pionnière française sur la résilience territoriale, Emma a développé une longue expérience professionnelle et opérationnelle dans le suivi des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, en collaborant étroitement au sein de cellules de crise. Elle enseigne également depuis 2001 au sein d'écoles d'ingénieurs, École des mines à Paris, en greffe, Université Montpellier 2, ENTPE, sur la vulnérabilité territoriale et plus récemment au sein de la Business School HEC ESSC Paris-Dauphine, sur les enjeux géostratégiques de l'eau. Ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle, puisqu'en fait on pourrait se dire que ça se trouve elle va former les futurs fils de pute de demain à bien comprendre à quel point il faut monétiser la flotte. Mais bon, Emma elle tente des trucs quand même. Animée par une vision stratégique pour la gestion optimisée des risques territoriaux, Emma Aziza fonde dès 2010 un écosystème dédié à l'adaptation climatique et à la résilience, comprenant un centre de recherche-action, une association dédiée à la sensibilisation en milieu scolaire et plus récemment une start-up axée sur la data. Emma ne cesse de chercher à apporter des solutions tangibles face aux défis climatiques de ce siècle. Voix de l'eau en France, Emma Aziza est aujourd'hui une des personnalités les plus influentes en France et en Europe pour permettre une prise de conscience des enjeux liés à la ressource en eau et à la gestion des risques naturels. Sa couverture médiatique forte sur ces sujets et son engagement constant dans la sensibilisation du grand public et de ses décideurs en font une figure emblématique portant les sujets de la préservation des cycles en eau. Ouch! Salut Pédicule! Salut Pédicule, merci de nous suivre. Je préfère être un cochon décadent qu'un fasciste. On est très fiers de nos alertes. Voilà, on est très fiers de vos alertes. Merci du soutien, ça nous donne de la force. On continue de progresser. Donc, on disait, sa couverture médiatique forte sur ces sujets et son engagement constant dans la sensibilisation du grand public et des décideurs en font une figure emblématique portant les sujets de la préservation des cycles de l'eau planétaire. Et on va terminer par ce petit paragraphe. Membre du Conseil scientifique de la planification écologique et du ministère de la transformation et de la fonction publique, du Conseil scientifique de l'UNICEF et de l'administratrice d'eau de Paris, elle partage son expertise auprès d'un large public pour engager l'action. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne connaît pas les propos de Emma Aziza, puisqu'entre autres, elle collabore avec eux. Voilà, soyons très clairs. Soyons très très clairs. Bon, j'ai versé du glyphosate dans les fûts de production de Vinas LVMH. Monsieur Pro dit que c'est pas dangereux de toute façon. C'est vrai. Non, les fils d'up de demain auront des éléments de langage basés pour nous la mettre encore 2-3 décennies. Je suis d'accord. Les gauchistes sont nos ennemis aussi, je pense. Ça, à critiquer comme propos. Hein. Je suis quelqu'un de gauche, je ne suis pas un gauchiste. Voilà. Mais je pense que les gens, voilà, hein, comme je le disais en début de stream, Yann Barthès, on peut aimer son journal, sera-t-il un jour sur une barricade? Stéphane Keldan dit sans conséquence, les bourges achètent des bouteilles pour les regarder et quand ils les ouvrent, ils recrachent. Pour avoir fait de l'œnologie, les gens qui recrachent, c'est quand même plutôt rare. Donc ça, c'est le profil de notre première personne qu'on va faire intervenir aujourd'hui. Je vais vous lire le profil de notre deuxième candidat pour le versus de ce soir. Ce deuxième candidat, c'est Marc Fesneau. Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher en 2017, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale de 2017 à 2018, ministre chargé des relations avec le Parlement de 2018 à 2022, tête de liste pour la majorité présidentielle pour les élections régionales de 2021 dans le centre Val-de-Loire. Il est nommé ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en 2022 au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne et reconduit à cette fonction au sein du gouvernement Attal. Barthès est un ennemi. Ça, à vous de décider. Je pense que si on devait faire une liste des ennemis, Barthès ne serait peut-être pas si haut. Que faire des gauchistes? Est-ce qu'il faut les considérer plus dangereux que les capitalistes? Plus dangereux que les centristes nationalistes qui sont en train de pousser le fascisme à nos portes? Plus dangereux que les FAF? C'est ça une vraie question. Est-ce qu'on pourrait hiérarchiser les menaces? Voilà. Et on peut ne pas être d'accord avec mes propos, évidemment. Évidemment. Moi, ça m'intéresse de penser collectivement sur ces questions. Quel est son parcours politique à Marc Fesneau? Quel est-il? Eh bien, il a été nommé... Donc, en gros, le mec, à vue de nez, il commence en 95 en tant que conseiller municipal. Ensuite, il devient maire de sa commune, donc Marche Noire en Loire-et-Cher. Il devient maire en 2008 et réélu en 2014. Donc, le mec, depuis 95,
que vous me qualifiez de gauchiste, c'est un procès par rapport à Sosdem. Non, en fait, c'est les gauchistes, c'est l'espèce de définition de Marx qui dit que, en gros, il y a ceux qui se revendiquent de gauche pour pouvoir se draper dans une pureté morale. En fait. Et on le voit à gauche, qu'il y a des gens pour qui la morale a une question bien trop importante dans leur rapport à leur investissement politique et militant. Qu'en fait, ce qui est important, c'est le faire ensemble, collectivement, pour être plus puissant. Bien plus que d'avoir une sorte de pureté morale, en fait. On se rend compte que vraiment, c'est ça qui est plus important. En tout cas, moi, c'est ça qui me ressort de mes années de pratique militante. Vraiment, c'est là où on est fort, c'est quand justement, on n'est pas en permanence dans de la moraline et quand on est dans de la pratique. Voilà. C'est là où ça devient intéressant, c'est là où on devient fort. Et c'est confirmé par d'autres récits, ce que je dis là. Voilà. Donc, moi, Stéphane, je te connais pas assez pour savoir te dire gauchiste, pas gauchiste. Et même si jamais c'était le cas, imaginons que tu sois quelqu'un qui préfère 1000 fois te revendiquer de posture morale sans rien faire. Mon propos, c'est pas de te dire au goulag. Mon propos, c'est de te dire, peut-être aimer une autocritique et deviens un militant qui n'est pas juste un militant moral. Et cela n'implique pas nécessairement de prendre des risques, de nanana. Juste de passer par d'autres cases. Voilà. Et ces réflexions-là, en ces derniers temps, moi, elles ont beaucoup évolué, notamment en lisant le bouquin que j'ai quasi fini. Ce livre d'Elzadek Marceau, Faire justice, moralisme, progressisme et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes. Et ça m'a vraiment fait penser à tout ça. Ça, plus le fait que j'écoute des gens qui parlent de Marx, même si je ne suis pas marxiste. Voilà. Donc, Marc Fesneau est juste un politicien. Prenons ce que dit Marc Fesneau, le sujet, c'est les méga-bassines. Que dit Marc Fesneau sur les méga-bassines? Voyons voir. Méga-bassines... Ah merde, attendez, j'ai merdé. Excusez-moi, chef. Je m'agourue. Parce que là, vous voyez pas. C'est chiant. Hein, voilà. Alors qu'en fait, si je fais ça, vous voyez, c'est mieux. En fait, même, on pourrait dire, si je fais ça, vous voyez encore plus et c'est encore mieux. Méga-bassine. Marc Fesneau veut accélérer la construction de ses réserves d'eau controversées. En pleine colère agricole, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a affiché ce lundi sa volonté d'accélérer les constructions de réserves d'eau, réclamées par les agriculteurs. Elles sont en revanche contestées par d'autres citoyens qui les qualifient de méga-bassines, car elles pompent les nappes phréatiques. Parmi les revendications des agriculteurs, qui mènent depuis quelques jours des actions partout en France, bloquant notamment les axes routiers pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère, se trouve la construction de réserves d'eau supplémentaires pour faire face au dérèglement climatique. Minoual, l'orque, c'est le premier message de pellicule. J'ai eu un coup de coude pété, en faisant le piquet de grève de mon incinérateur alors que j'y bosse pas. Ça compte? Peut-être. Je ne peux pas me positionner en juge du gauchisme. Voilà, j'expose ma dynamique. Et il faudrait une discussion autour d'un bar, avec une bière. Autour d'une bière, dans un bar. Ou avec du poisson qu'on appellerait le bar, et avec de la bière qu'on appellerait la bière. Peut-être, pour pouvoir savoir. Fesneau, oh il est trop bien l'émote guillotine. Oh, le doigt, vous faites le doigt. Voilà, Marc Fesneau, vraiment grosse merde. Donc voilà, d'ailleurs les agriculteurs ont renvoyé la balle au nucléaire qui dit vous consommez de l'eau, et le nucléaire envoie la balle aux agriculteurs. De toute façon, c'est le problème, c'est que personne ne veut rien faire, etc. 20 millions dans les tuyaux, nous ce qu'on veut, c'est les déclarations de Marc Fesneau. Nanana. Parmi, ah oui, quels axes alors, voilà. En visite en Vendée lundi sur une infrastructure de ce type, le territoire comptant depuis des années, le ministre de l'Agriculture a affirmé que le gouvernement allait s'employer d'accélérer leur création. Parmi les actions, réduire les délais. Les frais d'instruction d'un certain nombre de procédures sont beaucoup trop longs. A-t-il reconnu. Le ministre a ainsi invoqué qu'une loi de simplification des procédures administratives pour les agriculteurs pourrait arriver au printemps. La simplification est un sujet sérieux, c'est-à-dire passer outre tout plein de trucs pour... Voilà, donc là, le temps pour se retourner qu'auront les écologistes, il sera beaucoup plus court. En outre, un pacte pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture. Donc là, voilà. Donc là, on voit, sous prétexte d'aider les agriculteurs, la baise collective. C'est là où on voit que ces gens n'ont pas de limite dans leur saloperie. Des réserves qui font débat. Hein, voilà, qui font débat. Alors ça, c'est là où on voit la tribune. Niveau de journalisme, 0. Niveau de journalisme, 0 sur 20. Pourquoi est-ce que je dis ça?
Parce que on va écouter Aziza. Aziza est une experte. Après, on va écouter Aziza. Aziza est une experte. On va voir si selon elle, ça fait débat. Si vous discutez avec un teubé et que vous dites ma voiture est rouge et que lui dit non, elle est verte, est-ce que ça fait débat la couleur de la voiture si elle est rouge? Non. Juste il est teubé. Bah, c'est pareil avec Marc Fesneau. Voilà. 20 millions dans les tuyaux. Marc Fesneau a aussi annoncé le lancement, qui était néanmoins d'argent dans les tuyaux, d'un fonds hydraulique, déclinaison du plan eau. Il doit permettre d'aider les agriculteurs à investir dans les projets de stockage d'eau, réutilisation des eaux usées dans les champs ou de modernisation des systèmes hydrauliques. Aziza, elle préconisait d'autres choses. Hein. C'est ça qui est ouf, c'est qu'ils ont les bonnes personnes au sein de leur gouvernement comme caution. C'est ça qui est ouf. Hein. Avec plaisir. Plaisir, donne la papate. Ces fonds, pour donner la priorité aux projets vertueux, engagement agroécologique. Agroécologie. Là, il y a pas le, là, il y a le son. Ah, j'ai trouvé un. Je peux couper le son comme ça. J'ai découvert une fonction. Excusez-moi. Le débat peut se porter sur la façon de voir et d'interpréter les couleurs. C'est un peu validiste pour les daltoniens comme discours. Oui, alors j'ai le droit, moi, d'être validiste, vu que je suis dyslexique, je suis handicapé. Donc je peux faire des vannes sur les handicaps. J'ai le droit. J'ai un mot du médecin. Déjà. Et ensuite, j'ai dit un débile. Pas un daltonien. Voilà. J'ai pas dit un mec daltonien. Le mec n'est pas daltonien. Il est juste débile. Juste très très con. Ou alors on peut même dire que si c'est une métaphore de Marc Fesneau, c'est un mec qui vend des voitures vertes et cette voiture est trop stylée. Et donc il dit non, non, mais cette voiture elle est verte parce qu'elle est trop stylée. Et en fait la voiture est rouge. Voilà. C'est ça la métaphore avec Marc Fesneau. C'est-à-dire que le mec il est pas tant débile que malhonnête et qu'il fait ça pour des business personnels dans lesquels il a probablement des billes. On s'en rendra compte des années plus tard. Voilà. Et puis surtout, t'as dit Marc Fesneau. Donc on a le droit. Voilà, Marc Fesneau. Le problème, c'est que critiquer Marc Fesneau, c'est en soi validiste, puisqu'il a l'air d'avoir vraiment des problèmes. Hein, on va remettre sa gueule, histoire. Je vais vous remontrer sa gueule, histoire que vous visualisez bien la tronche d'un ennemi. Parce que ça, c'est un ennemi et un traître, hein, vraiment. Donc, ce fonds doit donner la priorité aux projets vertueux d'engagement agroécologique, réduction de consommation d'eau, évolution des pratiques culturelles, etc. Donc ça, je suis désolé, ça c'est du bullshit. Ça c'est du bullshit. Ça, je pense qu'ils vont le faire. L'accélération des temps de validation, la diminution des temps de validation. Tout ça, le reste là, ça sonne le bullshit. Hein. Ça sonne le bullshit, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Doit être abondé 20 millions d'euros dès 2024 sur le cabinet. Les économies d'eau doivent être réalisées à l'hectare dans le domaine agricole, en investissant notamment dans du matériel d'irrigation plus efficient possible et ou en faisant évoluer les assolements. Ça, c'est un truc qui est vrai. Selon une note de l'administration. L'objectif est d'irriguer davantage de surface à consommation constante l'eau. L'agriculture en France est aujourd'hui d'origine de 58% de la consommation nationale d'eau pour irriguer les cultures et abreuver les bêtes. Peut-être qu'aussi nos cultures sont un peu merdiques. Voilà, je peux me moquer des cons vu que j'en suis un. Oui, mais lui, il est roux en plus d'être con. Voilà, Marc Fesneau, quoi. Voilà, Marc Fesneau, grosse merde. C'est une grosse merde. On partage ça avec les camarades d'Urbania, quoi. Mots-clés, irrigation constante, bug, pas d'environnement constant. Non mais... Voilà. En face de cet argumentaire que j'ai, j'avoue, présenté de manière légèrement caricaturale, nous avons... Où est-ce que je l'ai mise Attendez, je vais me mettre en... Je vais me mettre en scène cam solo, temporairement. Le temps de vous retrouver. Ma petite Emma. Où est-ce qu'elle est, ma petite Emma? Elle est là! Oh là là, qu'est-ce que je kiffe cette femme. C'est incroyable. Hein. Elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment trop bien. C'est vraiment, je suis fier de vivre à la même époque qu'elle. Ça me fait chier l'époque dans laquelle on vit, mais je me dis au moins je vis à la même époque qu'Emma Aziza. Alors non pas de moquerie sur les roues. C'est une blague. Quel est l'ange gardien des roues? Comment il s'appelle? Il s'appelle Oliver. Parce que l'ange Oliver protège les roues. Voilà. Euh, Fort Aziza et une Jancobis. Formi. Formi, Aziza, Jancobis. C'est plutôt positif ou négatif pour toi que ce soit une Jancobis inefficiente? Je me moque pas, c'était une blague.
Et alors, la question des bassines, elle est simple. C'est que on s'est dit que pour réussir à maintenir l'eau, alors on a bien sûr des barrages, on a ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser le réseau hydrographique principal. Donc tu sais, c'est l'espèce de chevelu qui draine les territoires. Et en fait, tu vas réussir à mettre une sorte de barrière, un mini barrage qui va permettre de conserver l'eau. Alors ça, c'est un système qui peut être intéressant et qui peut soutenir des petites agricultures locales qui fonctionnent. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que si tu mets des barrières partout sur tous les chevelus, à la fin, tu n'as plus de cours d'eau. Donc tout peut être intéressant à condition de le jauger de manière intelligente et équilibrée, déjà. Ça, c'est la première chose, et c'est loin d'être le cas. Deuxième. Intelligente et équilibrée. Pas comme ce monsieur. Hein? Chose, la question des bassines, c'est qu'on va prélever massivement dans l'eau des nappes phréatiques et qu'on va prendre cette eau qu'on va mettre ensuite en surface dans des bâches PVC d'une quinzaine de piscines olympiques à peu près, l'équivalent, et on va en mettre un peu partout. Et on va considérer qu'il faut remplir cette eau. Alors l'argument qui est donné, c'est on prélève le trop-plein d'hiver pour le conserver pour les agriculteurs l'été. Et sur le principe, c'est assez joli sur la carte postale, parce que tu dis, mais pourquoi les pauvres derrière, ils n'ont rien l'été, pourquoi tu ne leur donnerais pas finalement ce qu'ils ont l'hiver? Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que tu as une eau qui À vue de nez, il y a une couille dans le potage de la bassine. est prélevée massivement dans les nappes, mais cette eau, elle est censée, au printemps, servir à soutenir le cours d'eau. Et justement, quand le cours d'eau va être à sec, il faut imaginer que quand tu vois un cours d'eau avec de l'eau et qu'il n'a pas plu, c'est pas l'eau du cours d'eau, en général, c'est l'eau des nappes. Sauf quand il y a des canals dérivatifs, etc. Mais dans la majeure partie, c'est la nappe qui redonne son eau au cours d'eau qu'on n'a plus. Et donc cet équilibre, tu le coupes. Quand tu prélèves massivement dans la nappe, et ce n'est pas des petites quantités, et que tu la mets en surface, tu vas déjà créer une déconnexion entre la nappe et la rivière. Donc cette déconnexion fait que la rivière va être 2 fois plus à sec plus rapidement. C'est intéressant ce que tu dis. Donc Aziza, inefficient. Aziza et Janko ont le même biais qui consiste à penser que tout se résume à une histoire de décision optimale, une vision techniciste du monde social qui les pousse à travailler avec les mêmes qui n'appliqueront aucune de leurs idées certes brillantes. Oublions, genre, l'éléphant dans la pièce, que sont les rapports de force. Ouais, je mettrais quand même Aziza et Janko pas exactement au même niveau là-dessus. Genre, ils proposent des solutions pour un détail, mais pas une solution pour que le détail arrive à destination. Non, non, c'est pas ça, je pense que ce que dit Inefficient. Ce que dit Inefficient, c'est que en fait, ils travaillent avec... En fait, ils ont une méconnaissance politique. C'est-à-dire que ce sont des gens sous-politisés, donc qui font abstraction complètement des rapports de force, des conflits d'intérêts. En gros, c'est des Nicolas Hulot en beaucoup moins naïf, mais quand même en étant naïf. Voilà. Moi, c'est ça que j'en vois. Je suis assez d'accord avec ton constat, même si je préfère Aziza, dans le sens où Aziza a un rapport un peu plus pluriel, mais ce sont des gens qui sont naïfs politiquement. On est d'accord. L'écologie manque de toute façon de personnes politiquement pas naïfs. Et c'est un peu, même si évidemment on est un tout petit caillou, hein, mais c'est un peu dans le but justement de remplir un peu ce vide que cette chaîne existe. Et que c'est pareil pour le stream de désertion, je suppose. Qu'en fait, le but c'est de dire non, non, on s'inscrit dans une politique, ici on a un discours révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, nous on n'est pas des... Moi je vais pas vous tenir un discours réformiste, de dire il faut réformer la société. En fait, les seules excuses, les seules raisons pour lesquelles je peux entendre la réforme de la société, c'est ce que disait Frédéric Lordon quand on l'a écouté il y a quelques semaines, c'est-à-dire afin de permettre d'apparaître les conditions de la révolution. C'est si je dois voter pour un candidat, c'est un candidat qui permettrait l'apparition des raisons de la solution, et pas avec une logique accélérationniste. Pas en disant, mettons le RN face à lui, dans ce cas-là, les gens se soulèveront. Ce n'est pas du tout mon propos. Et je pense d'ailleurs que c'est une très mauvaise stratégie. Voilà. Ouais, je pense que tous les trois, on pense à la même chose. Oui, je crois qu'on est assez d'accord. Reprenons avec Aziza. Donc pour l'instant, elle a l'air de dire, bah, Sine, ça pue la de mer. Avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Alors bon, d'ici là, nos poissons derrière dorment encore heureux avec leur antidépresseur, mais il n'empêche que
On est quand même sur ce système complètement impensable de déconnecter des milieux qui étaient connectés entre eux à des fins d'utilisation superficielle, et tu crées un problème. C'est-à-dire que l'eau que tu vas chercher en profondeur, tu vas la mettre en superficielle. Et donc, finalement, tu vas la soumettre à l'évaporation massive. Si tu accrois en plus le nombre de vagues de chaleur ou de canicules, ben, ça accélère encore plus le système. Et finalement, si tu accélères le tout, eh ben, à un moment donné, tu perds entre 20 et 40% d'eau, voire parfois plus, d'après certaines études. Les chiffres ne sont pas très clairs dessus, mais en tous les cas, à un moment donné, c'est mathématique. Tu mets de l'eau en superficie, elle s'évapore à partir d'une certaine température. Et donc, la question, c'est pourquoi à ce moment-là, on ne conserverait pas cette eau dans les nappes et on continuerait à prélever dans les nappes. Et le problème, c'est que la seule et unique raison du fait qu'on crée ces bassines qui coûtent des millions d'euros, c'est uniquement pour réussir à dépasser les arrêtés préfectoraux de crise. Parce que quand on est en arrêté préfectoral de crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrête l'irrigation, sauf pour ceux qui ont une bassine. Bam. Donc, c'est là où on voit que même dans leur délire de taré, là, en fait, ils pourraient être plus efficients. C'est-à-dire qu'il suffirait plutôt... Parce que là, parce qu'on ne veut pas... on pourrait modifier des arrêtés préfectoraux. Moi, je ne serais pas pour. Moi, je pense qu'il y a vraiment un délire avec la flotte. Enfin, je prétends pas avoir la solution. Moi, j'avoue que par défaut, il y a certaines solutions où je me dis, là, j'aimerais bien que collectivement, on utilise des outils démocratiques pour se saisir de ces questions. Et pour moi, le Haut Conseil pour le climat était un exemple de démarche démocratique qui apportait des propositions intelligentes face à des défis compliqués. Voilà. Mais les mecs comme Fesneau, on pourrait dire, mais pourquoi ils réduisent pas les questions un peu ils mettent pas des trucs sur les restrictions d'eau, vu que la bassine est un mode de ponction de flotte, de stockage de l'eau inefficient. Non, vu que, et je crois hein, que là, on rentre dans un des verrous politiques dont n'ont pas conscience Aziza et Janko. C'est qu'en plus d'avoir des conflits d'intérêts, en plus du lobbyisme, ce sont des gens qui ont un ego politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, le gouvernement passerait pour un con à abandonner les bassines. Surtout, encore plus aujourd'hui, après avoir déployé 3 millions de dispositifs semi-militaires pour défendre la bassine face aux écologistes, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Même si il y a plein d'autres solutions, genre comme le dit Aziza, pourquoi vous prenez pas l'eau que dans les nappes? C'est critiquable parce qu'en fait on a besoin de cette eau l'été, sinon les cours d'eau ça sèche, mais même là, pourquoi est-ce que vous ne laissez pas l'eau stockée dans les nappes? Pour contrer des normes préfectorales. Et je trouve que là, on a un exemple de l'absurdité et de la bêtise de Marc Fesneau, et même du manque de courage politique. C'est-à-dire que ils n'ont pas le courage de soutenir autre chose que des projets de visibilité pour maintenir leur position, pour ne pas avoir l'air de ne pas flancher. Ils sont prêts à sacrifier la flotte. C'est encore plus débile que ce qu'on... Enfin, c'est là où c'est pour ça qu'il faut aller se mobiliser. Et que je recommande à n'importe qui de vraiment surveiller ce qui va se passer dans les Deux-Sèvres la deuxième semaine de juillet et de rejoindre les groupes. Et que si jamais vous souhaitez me retrouver là-bas, retrouver des camarades du Turfu, j'y serai. Et avec plaisir, on s'y retrouve. Et si vous avez des inquiétudes juridiques, des inquiétudes légales, avec plaisir, on partage les informations pour que tout se passe bien. Et croyez-moi, tout va bien se passer. Voilà.